Bonjour à toutes et à tous, chers amateurs et tristes de bande dessinée, et bienvenue dans Casabule, l'entretien. Aujourd'hui, c'est un illustre dessinateur de bande dessinée avec qui nous avons rendez-vous. Il commence en 96 avec son premier album, L'héritier du trône, tome 1 de la série Argile de Maracande, sur un scénario de Dominique Latil. S'ensuit alors des collaborations avec entre autres Jean-Charles Gaudin, Serge Letendre, Denis Robert. Il entame aussi une collaboration avec Lewis Trondheim, avec qui il avait travaillé sur Infinity Heights sur un album, mais là aux éditions Lombard, donnant d'abord naissance à la série Carmela Crime, puis au one-shot très attendu en cette rentrée de septembre, Greenwich Village aux éditions Le Lombard. J'accueille ici Franck Biancarelli. Bonjour Franck Biancarelli. Bonjour Vincent. Ravi que vous ayez accepté aussi. cet entretien. Vous êtes présent aujourd'hui à la librairie L'Octopus à Épinal pour une séance de dédicace cet après-midi. Ça vous fait quoi toujours de rencontrer vos lecteurs? Alors moi j'aime... Non, j'allais dire, moi j'aime beaucoup ça depuis toujours, c'est pas vrai. Au début j'étais un peu tendu. Je sais pas, parce que c'est un peu impressionnant quoi, de présenter son travail, mais ouais, maintenant je suis un vieux monsieur, hein. 1996, voilà quoi. Ça commence à faire bientôt 30 ans, donc ça va, j'ai pris l'habitude, et donc du coup c'est très agréable. Et c'est d'autant plus agréable pour cet album, parce que celui-ci m'a pris quand même pas mal de temps. Ouais, j'imagine, ouais. Ouais, il y a 3 ans que j'avais plus sorti de bouquin, alors il m'a pris 2 grosses années et demie. Et bon, du fait de la collection, il est sorti 6 mois après la fin de sa réalisation. Et voilà, quoi. Donc ça fait 3 ans que j'ai plus vu le public, donc je suis ravi, en fait. Je suis content, je vais voir. Déjà, je vois ce qu'en pensent les libraires, etc. Non, c'est très bien, j'aime beaucoup. Et des discussions avec vos lecteurs, il y en a qui vous ont surpris par rapport à ce que le retour du public. On essaye de voir ce qu'ils ont vu, Ouais. et ce qu'ils n'ont pas vu aussi, de comprendre ce qui plaît aussi. Des fois, on est surpris par ce qui plaît dans notre travail ou dans notre dessin. Ça arrive de moins en moins avec l'âge, parce qu'on est quand même toujours un peu plus aguerri. Mais oui, en fait, toutes ces discussions sont intéressantes, qu'elles soient très small talk, ou qu'elles soient parfois un peu profondes. C'est toujours bien, moi, parce qu'en fait, on est tous là parce qu'on a aimé l'album, quoi. Moi, le faire et les gens le lire. S'ils l'ont pas aimé, ils viennent pas. Donc c'est quand même un moment très convivial, quoi. Ouais. On va revenir rapidement sur votre Ouais. carrière. On va commencer par le départ. Vous étiez professeur vacataire de mathématiques. Ouais, c'est ça. Il y a de la géométrie hein, dans les mathématiques. C'est moi qui ai rajouté vacataire sur Wikipédia par rapport en mémoire de tous mes copains qui se sont cassés un peu la nénette pour passer ou le CAPES ou la Greg. Parce que moi, j'ai pas fait, je prenais des postes, donc voilà. Donc oui, j'ai été prof de maths pendant quelques années. Pourquoi alors le dessin? Mais j'ai toujours fait. Vous avez toujours toujours dessiné? Ouais, Ouais. depuis tout petit. Et en fait, je voulais vraiment faire les deux, si c'était possible, et faire des études de maths et puis dessiner dans ma vie. Et voilà, j'ai fait les deux. Et qu'est-ce qui vous plaisait dans les maths? J'aime ça, j'aime cette logique. J'ai toujours aimé ça. Alors, les gens qui me connaissent savent que je suis très tête en l'air. Je retiens assez peu les choses. Je pense que j'ai du mal à retenir. Et je pense que donc comprendre, c'est bien, parce qu'une fois qu'on a compris, on n'a plus besoin d'apprendre. Oui. Voilà. Et donc, une leçon d'histoire, ça me plaisait pas, parce qu'il fallait apprendre. Une leçon de maths, ça me plaisait, parce que dès que j'avais compris, c'était fini. J'avais pas besoin. Donc voilà. Je pense que ça démarre de là. Ouais, je pense. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous passionne dans le fait de dessiner? C'est dur à dire. J'ai l'impression que j'ai toujours fait ça, que ça m'a toujours animé. Alors, j'ai l'impression que c'est naturel, quoi, comme manger, comme respirer. C'est un peu particulier. Je pense, quand j'étais enfant, j'étais asthmatique. Et pas mal asthmatique. Ça a totalement disparu à l'adolescence, comme c'est le cas chez plein de gens. Ouais. Et donc, je pense que quand même, j'étais un peu confiné à la maison. Et qu'à cette époque-là, il n'y avait peut-être pas 1000 choses à faire comme il y aurait maintenant. Ouais. Et donc, parmi le peu de choses qu'il y avait à faire, il y avait le dessin. Et j'imagine que ça m'a plu. Mais je me souviens de dessiner, à 5 ans, je me souviens que je dessinais déjà. Alors c'est très dur d'expliquer. J'ai l'impression d'avoir tout le temps fait ça. Avant même l'école primaire, quoi. Ouais. En maternelle, je dessinais. Et vous aviez de la bande dessinée chez vous, enfant, justement? Je pense que la bande dessinée, c'est arrivé un tout petit peu plus tard. Mais quand c'est arrivé, ça m'a percuté. Ça m'a vraiment percuté. C'est amusant parce que là aussi, je me souviens de ça parce que j'ai encore les numéros à la maison d'une revue
défunte qui s'appelait Strange. On dit Strange quand on a découvert ça à 7 ou 8 Ouais. ans. En fait, c'est Strange, Ouais. puisque c'est le mot anglais. Mais quand on a découvert ça très jeune, on le dit prononce, Strange. voilà, on prononce Strange. Et j'ai des numéros avec la date, donc ça fait, ça fait foi, quoi. Je me souviens qu'à 7 ans, mon père m'en achetait de temps en temps, et mon jeu, c'était d'ouvrir à une page où il n'y avait pas le nom ni du dessinateur ni de l'encreur pour essayer de reconnaître ça. Qui dessinait, qui ancrait, j'enregistrais ça très tôt, quoi. Donc ça m'a percuté, ça m'a passionné, quoi. Ça m'a passionné, je peux pas dire autrement. C'est venu très très tôt. Très tôt, 7-8 ans, ouais, 7-8. Ouais. Ouais, ouais. Là, j'aurais les Strange, donc je vérifierai. Mais en gros, j'avais 7 ans et 10 mois ou 8 ans et 2 mois, quoi. Mais en gros, ça m'a percuté à ce moment-là, quoi. Dès le début. Dès le début, ouais. Alors, votre première parution, c'était Argile de Maracande Ouais. avec Dominique Latil. Ouais. S'en est suivi une collaboration avec Jean-Charles Gaudin avec la série Galfalec. Ouais. Tout ça, c'est l'Heroic Fantasy. Ouais. C'est le début de vos dessins. Ça vous plaisait l'Heroic Fantasy ou Pas c'est tant venu que ça, par hasard? Pas tant que ça. C'est Non, venu et par hasard, non, vous si je suis très franc, en fait, comme j'étais prof de maths, en fait, mine de rien, j'avais jamais créé de contact. Oui. Donc, à Marseille, il y avait un dessinateur qui s'appelle Jean-Louis Mourier, qui est un très bon dessinateur, avec qui on est devenus amis, qui dessine une série qui s'appelle Les Trolls, Ouais. Trolls de Troyes, Trolls de pas les Troyes, Trolls. Ouais, ouais. Et un jour, Jean-Louis m'a un peu attrapé comme ça par le callback et m'a emmené chez son éditeur parce qu'il trouvait que, en gros, j'étais prêt. Et que d'une certaine manière, si maintenant je prenais pas les choses au sérieux en bossant vraiment beaucoup plus d'heures, quelque part, j'irais pas plus loin, quoi. Je pense que Oui, c'est c'était ça aux que- éditions Soleil en plus, Voilà, un très Heroic voilà. Fantasy aussi à l'époque. Et donc, je me suis dit, à partir du moment où tu acceptes, tu y vas, fais ce qu'on te demande, quoi. Oui. Donc, voilà, mais j'avais jamais fait d'Heroic Fantasy de ma vie. Les deux premières Argile de Maracande, C'était pas dur. terrible. Ouais, honnêtement, c'est pas terrible. Par contre, qu'il fallait que j'avais 2 albums dans les pattes, et là, je crois que ça reste pas mal. Je crois il y a quand même. En plus, Jean-Charles avait trouvé une histoire assez maligne. Je dirais qu'on était jeunes tous les deux. Oui. Il y a 4 tomes. Si on avait condensé ça en 3 tomes, ça aurait vraiment été une très très bonne histoire. Je pense que c'est une histoire très 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 respectable, franchement. Oui. Franchement, on a fait de l'assez bon boulot, surtout pour des débutants, quoi, finalement. Ouais. Voilà. Oui, l'histoire, pour rappeler à nos téléspectateurs, hein, c'est un mercenaire qui revient de guerre et qui est finalement banni Qui a été du banni, royaume. ouais. Voilà, et puis qui revient quand même Voilà, ensuite par la suite. et il y a une petite subtilité. Il lui manque une main. Oui. Et quand il enfile un gant, son apparence change pour les gens, mais pas pour le lecteur. Ouais. Il a tout le temps la même tête pour le lecteur. Et ça crée une espèce de trouble parce que Oui. les gens ne le reconnaissent pas, mais nous, là, en tant que lecteur, on le reconnaît. Et cette idée est vraiment pas mal, fonctionne plutôt bien. Et j'ai vraiment aimé faire cette histoire, vraiment, vraiment. Oui. Vraiment. Après, vous avez entamé, je vais rapidement, bien hein, sûr, mais allons-y, débuté une collaboration alors avec Serge Le Tendre, qu'on rappelle hein, quand même, qui Scénariste de La Quête de l'Oiseau du Temps. voilà, scénariste de La Quête de l'Oiseau du Temps. Vous avez commencé une série qui s'appelait Le Livre des Destins, où voilà, c'était un adolescent qui ouvrait un bouquin et ce bouquin lui révélait et son passé et son avenir. Là, on n'est plus du tout dans l'heroic fantasy, mais comment a débuté cette collaboration quand même En avec fait, Serge Le Tendre? Avant d'être publié, j'allais une fois par an, en gros, passer une semaine à 10 jours chez un des très grands dessinateurs réalistes français qui s'appelle Christian Rossi, Oui, qui avait bien aimé le boulot que je lui avais présenté et donc on avait finalement copiné. Pendant un an, on a fait des échanges épistolaires et puis après on avait vraiment copiné. Et j'allais chez lui à peu près une semaine par an et je dessinais. Et puis Serge travaillait à l'époque avec Christian et j'imagine, hein, je n'ai jamais vraiment su, mais que Christian a dû lui montrer des trucs, lui dire tu vois c'est pas mal et tout, mes premiers albums peut-être ou je sais pas quoi, je sais pas, mais je sais que c'est comme ça que Serge a eu mon boulot en main. Et c'est pour cette raison qu'il m'a proposé le livre des destins. Voilà. ouais. Superbe série, hein, 5 tomes. J'aime beaucoup cette série. Ouais. Ouais, j'aime beaucoup cette série. C'est un peu dommage que Mourad, à l'époque l'éditeur de chez Soleil, m'a dit écoute, elle est super, je suis très heureux de la publier, je ne sais pas la vendre. Mais on l'a fait quand même, on continue de la faire quand même. Alors, le public a un peu vite chuté dans les 2 derniers tomes. Alors, c'est un peu dommage. Je trouve ça un peu triste. J'aimerais un jour la faire rééditer, si possible. Parce qu'elle est toujours en vente, hein, on la trouve toujours. Mais la rééditer dans un autre format et tout pour lui donner une autre chance, parce que je crois que c'est une très bonne série. Ouais. Et finalement,
quelque part assez c'est proche de assez ça. proche J'y aussi. reviens, Oui, j'y ouais, reviens. ouais, c'est ce que Ouais. j'allais vous dire, Ouais, ouais. assez proche quand même de Quelque part. Au Greenwich bout d'un Village. moment, il y Ouais, a, il y a des similitudes. Même si ce sont deux scénaristes qui fonctionnent de façon très différente, oui. dans l'atmosphère générale. Un récit ancré dans le réel avec une touche de fantastique aussi C'est derrière. ça, oui. Ça démarre dans les années 30 pour Oui. le livre des destins et ça finit en 50. Là, on est en 58, mais avec donc un petit côté rétro, un petit côté hommage à la BD ou au cinéma de cette époque, ce qui est le cas ici aussi. Voilà. Ouais, on continue Allez. dans votre carrière. Vous rencontrez alors Denis Robert, Ouais. journaliste émérite. On le Ouais. connaît surtout, par exemple, pour ses enquêtes sur l'affaire Clearstream, Clearstream. absolument. Pardon. Et de votre collaboration sont nés 3 albums. Le Circuit de Mandelberg, un formidable thriller d'anticipation qui a été Ouais. repris parce qu'au début vous aviez publié avec lui Dunk, ça devait être une série et puis finalement Ouais. vous avez recréé un album derrière. Grand Est, un road Ouais. trip aussi lui sur ces terres, Ouais. ces terres de Moselle. Assez pessimiste sur l'état du pays et la direction qu'il suit. C'est un peu pessimiste, mais je crois que c'est pas plombant à le lire. Non. Je crois que c'est Et pas- une erreur de parcours. Là, c'est un vrai polar Un vrai haletant, polar. chabrolien, plein de surprises sur un vieux juge à une réputation J'aime sans tâche. j'aime énormément une erreur de parcours. Mais avec Denis Robert, on est ancré dans Ouais, le on est réel. ancré et dans le puis, réel. Ouais. Je serais tenté de dire achetez Greenwich et si ça vous plaît, faites-moi confiance et achetez une erreur de parcours. Ouais. Et ces 3 albums-là, la collaboration qui s'est faite quand même sur plusieurs années avec Ouais. Denis. Comment elle a eu lieu, c'est Ouais, ça comment elle a eu Ah lieu. ben, j'ai c'est reçu aussi un pareil. message Facebook. Ah ouais. J'ai reçu un message Facebook. Bonjour, je suis Denis Robert. J'aimerais te proposer un scénario. Et comme pour moi, c'était un peu un héros à l'époque parce que quand même, il a pris des risques avec Ah, Clearstream, carrément, quoi, des carrément. risques personnels vraiment. J'ai dit bah ouais, de suite. Et une fois que j'ai renvoyé mon bah ouais, qui m'a dit super, j'ai dit mon Dieu, mais si ça se trouve le scénar, ça va être nul. Et pas du tout, pas du tout. Le Circuit Mandelberg est un très bon scénario. Et on a fait 3 bouquins ensemble. Et puis après, 3 bouquins, c'est beaucoup quand même. Donc après, chacun reprend sa route. C'est différent de dessiner sur ce type de scénario que par rapport à des scénarios beaucoup plus sur du fantastique Ouais, ou des choses. ouais, c'est différent parce que alors c'est différent pour des très bonnes raisons. Le format d'abord, Oui. qui permet un dessin. Alors j'ai expérimenté un autre dessin un peu plus relâché, euh, sauf peut-être sur le 3e, une erreur de parcours où le dessin retrouve une forme de classicisme. Oui. Mais déjà le dessin est plus relâché et ensuite Denis me fournissait quelque chose qui était, d'après l'idée que je m'en fais, entre le premier jet d'un roman et le synopsis d'un film. Oui. Et donc j'avais beaucoup de liberté à l'intérieur et j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. Par exemple, Lewis me fournit les pages avec des bonhommes patates à l'intérieur. C'est beaucoup plus rigide. Il Oui. s'avère que entre la narration de Lewis et la mienne, il y a très peu de différence, Oui. donc ça ne me gêne pas. Mais je pense que je serais un peu gêné par un scénariste qui me fournirait une narration trop rigide. trop rigide. Bon, on va en reparler, mais la rigidité, enfin les contraintes que vous êtes imposées dans cet album-là sont quand même assez c'est parce folles. que- Mais mais elles viennent de moi. Ouais. Et j'aime bien ça. Et j'ai besoin qu'un scénariste me laisse faire ça. Mais Lewis, ça fait ça. Alors, pas ces 4 contraintes-là, bien sûr, d'autres. Mais faire des albums sous contrainte, et il avait déjà fait ça plusieurs fois. Donc, il était enthousiaste. C'est dans ce sens-là où j'ai dit Lewis et moi, on peut penser pareil, quoi. on va en venir justement à Lewis, aux collaborations avec Lewis. Bon, je l'ai dit en introduction, vous avez travaillé sur le tome 6 de Infinity 8, Ouais. qui était une série de Lewis Trondheim avec des dessinateurs différents sur tous les albums de la série. Mais c'est surtout avec Carmela Crime que je voulais revenir avec vous. Un polar à Marseille, la ville Dans ma dont vous ville. êtes origine. Mais ça vient de vous, en fait, ce scénario au Oui, départ. oui, ça vient de moi. En fait, j'avais écrit tout un scénar. Et il y avait quelque chose qui me plaisait pas, où je bloquais, où je comprenais pas, en fait. Et pour faire court, je m'étais trop focalisé sur l'intrigue et j'avais pas assez bien travaillé mes personnages. Mais je ne m'en rendais pas compte. Et je l'ai fait lire à Lewis, qui m'a en gros dit ça. Et puis, je sais plus comment ça s'est passé. On décide que c'est lui qui reprend tout ça en main, à sa sauce. Et il casse votre il a un peu scénario, parce trop- qu'au il a départ, un peu tout cassé, il a un peu votre tout personnage cassé. principal était un homme Ouais. aidé par une jeune C'est femme. ça, Et exactement. là, il a inversé les choses. Ouais, exactement, il a inversé ça. Et il leur a donné un vrai rapport, chose que mon rapport homme-femme, moi, était un peu trop classique, alors que là, en inversant l'héroïne, il a rajouté. J'avais un petit gamin. Et donc, elle s'est transformée en cette adolescente aussi. Ouais, mais son adolescente est tellement mieux que le gamin que j'avais moi. Et j'ai compris, en fait, à ce moment-là, que j'avais pas assez bien construit mes personnages, quoi. Et donc, j'ai regardé comment Lewis faisait avec la trame de mon enquête,
qui tient et qui Ouais. est quasiment là, alors pour le compte au fil du tome 1, mais j'ai vu comment il a construit il a construit des vrais personnages, et j'ai beaucoup appris en fait. J'espère, en tout cas. Ah bah, Je crois avoir beaucoup appris. On verra. On en vient enfin à Greenwich Village que vous Ouais. sortez là en cette rentrée avec Lewis Trondheim, sans Toujours. oublier Jérôme Maffre aux couleurs. Aux couleurs, qui a fait un très bon travail. Ouais. Et puis Elle- la elle est vraiment tâche n'est superbe. pas aisée, par exemple là, parce que avec Jérôme, j'ai commencé à lui parler, il a fait les 8 premières pages, et je me suis rendu compte qu'en fait, soit il n'avait pas compris, soit je m'étais mal exprimé, soit sûrement un peu des deux. Et on a de nouveau beaucoup parlé sur ces 8 premières pages, et là il est reparti et il a fourni ce travail-là. Donc c'est quand même un peu ingrat, coloriste, parce qu'il faut à la fois faire avec ce qu'on est, et puis en même temps essayer de servir le dessin, quoi. Donc voilà. Bravo Jérôme. Je vais pitcher pour nos téléspectateurs cet album quand même. Là, on est sur une polar d'espionnage avec 3 drôles de dames, j'ai envie de vous dire. Un hommage vraiment avéré aux comics des années 50, on va en parler dans la structure aussi. New York 1959, Tabitha Sands se réveille. Et elle se réveille avec... Enfin, c'est pas elle en fait. C'est pas elle. C'est une autre femme des années 2025 qui est dans son corps. Elle se réveille en 59, donc elle ne comprend pas du tout où elle est et les règles de la société de la fin des années 60 américaines. Et surtout ce qu'elle fait là, et Et comment derrière, elle va il y a pouvoir une retourner. grosse affaire Voilà. d'espionnage là-dessus. Alors, vous êtes inspiré des comics des années 50. Vous êtes très influencé par les Ouais, dessinateurs j'étais très de influencé, cette ouais. époque-là, dessinateurs américains de cette époque-là. Vous savez, la BD française, en fait, des années 50-60, était très influencée par ces gens-là. Oui. C'est-à-dire quelqu'un comme JG, quelqu'un comme Poivet, même Jacques Martin, hein, donc franco-belge, était vraiment très influencé par cette génération-là. Et il s'avère que moi aussi, Paul Gillon aussi, qui est un célèbre dessinateur. Donc, à vrai dire, on me dit tout en ça, je suis content de pouvoir placer que c'est une tradition en fait d'être influencé par ces gens-là. Voilà, c'est-à-dire que si on aime le franco-belge, en fait, on aime cette tradition-là, peut-être même sans le savoir, quoi. Ces dessins qui étaient totalement différents des comics actuels qu'on peut trouver. Ah Enfin, oui, très différents. Ouais, ouais, quand je parle de comics blockbuster, je ne parle pas Ouais. du comics underground Oui, américain, oui, oui, mais non, mais dans le cas des deux, ouais. ouais, ouais. C'est pour ça que je dis en fait la bande dessinée française des années 60 avait la même source que cet album-là. Donc c'est un du hommage. dessin très réaliste. Ouais, du C'est dessin ça. très réaliste, des masses de noir, des aplats noirs présents quand il faut, un certain ton aussi d'histoires qui peuvent être polars, parfois un peu suspense, mais qui vont jamais dans certaines duretés aussi, même le ton même de général, l'ambiance générale, voilà. Donc c'est un hommage effectivement au départ à la source, Oui, mais aussi à la BD franco-belge des années 50-60. et dans la structure, c'est un hommage aussi aux Sunday Pages. Comme Alors, vous voilà. l'expliquiez à la fin de l'album dans la postface, je m'en suis pas rendu compte en fait quand j'ai commencé mais à c'est le lire but. l'album de la structure de mise en case de l'album, enfin pas rendu compte, inconsciemment oui, mais pas consciemment. Je rappelle juste les 4 contraintes des Sunday Allez, Pages. allez-y. La première case sera toujours une grande image, la dernière case sera toujours une chute, chaque planche doit pouvoir être lue de façon autonome, une ellipse la séparant de la précédente, les pages sont découpées de façon à pouvoir être montées en 4 ou 3 strips. Vous allez faire fuir tout le monde. Eh ben pas du tout. Pas du tout, Parce que d'accord. ça ne se ressent pas Mais du non, tout. il ces ne faut pas que contraintes. ça se ressente, évidemment. C'est faut pas que ça se exceptionnel. Moi, j'ai, Pas que voilà. ça se ressente, il faut que quand on arrive au bout et qu'on lit, Ouais. ce que vous venez de dire, on se dit, ah bon, et qu'on y retourne. Pour vous, c'est pas une contrainte en plus Bien quand sûr, même. ce sont Enfin, des contraintes, mais ça fait partie des contraintes dont vont naître certaines qualités, Oui. c'est-à-dire un rythme. J'ai plein de gens à qui je les fais lire, enfin plein, quelques amis, quelques personnes, mais qui ne sont pas des auteurs, dont la vie m'importe, je leur ai fait lire et ils m'ont fait l'amitié de le lire sur PDF. Et en fait, tous m'ont dit, ce qui est très étonnant, c'est qu'il y a un rythme un peu différent. Ouais. Je dis, super. Voilà. C'est ça. J'aurais donné sans l'explication puisque Ouais. c'était pas monté. Mais oui, en fait, se fixer ce genre de contraintes, ça nous a obligé à une rythmique et à trouver une rythmique qui est vraiment propre à ce bouquin, quoi. Ouais. Voilà. Donc voilà, rien que pour ça. alors ça moi, valait je vais vous dire ce qui m'a vraiment impressionné parce que
On parle de strip, de cases, donc les cases sont petites. On n'a pas de double planche, de paysages urbains et tout ça. Et malgré tout, vous dépeignez un New York avec une virtuosité. Je vous Il n'y a, remercie. pas- y a pas que des, Je y a savais pas que que vous des alliez visages, il parler n'y a de pas ça, que ouais. des personnages justement dans les cases. Malgré, entre guillemets, la petitesse des cases, voilà, je trouve Ouais, c'est vos dessins sur ce New York-là juste hallucinants. Ouais. Mais vous avez un trait très très fin, je ne sais pas avec quel point vous dessinez, mais j'ai toujours vu votre trait, il est ultra fin en fait sur vos contours. peut-être. Je me rends pas compte, hein. J'ai un objectif et j'essaye de remplir cet objectif quand je dessine. Mais ce que je peux dire, en fait, c'est que évidemment qu'à un moment donné, il y a un peu l'envie d'en découdre un peu mais le but n'était pas de faire le malin. C'est-à-dire que je me suis dit, cette personne se retrouve plongée en 59 et il faut que pour le lecteur, il puisse pas se dire, bon, mais en fait, c'est quoi? Elle a été enfermée dans une pièce où il fallait que, où qu'elle regarde, Oui. à perte de vue, ce soit New York, quoi. Et qu'elle se rende compte qu'elle n'est pas enfermée dans un studio où il y aurait derrière des fausses façades. Non, non, à perte de vue, il fallait que ce soit Pourtant, New York. elle se pose la question au Mais tout oui, début de mais l'album. oui, mais Elle se oui. dit, ah, attendez, c'est une blague, je suis dans un studio C'est ça. d'Hollywood, on est en train de me faire une farce. Ouais. Voilà, donc il fallait pas du tout il fallait que ça soit clair pour elle et pour le lecteur que c'est New York, quoi, vraiment. On peut voir à des centaines et des centaines de mètres. Et pour ça, ben, il fallait rentrer tout ça dans les cases. Ouais. Alors le scénario s'est fait comment? C'est Lewis qui a fait tout le scénario? Vous avez eu des échanges? Parce que alors ce qui en ressort moi de cette bande dessinée après sa lecture, c'est une bande dessinée très féministe quand même, qu'on soit clair. Oui. C'est révéler ce que pouvait être la masculinité, la misogynie des années 50 dans la Alors. tête d'une femme. Moi je l'ai ressenti comme ça, dans la tête d'une femme de 2025. Et là elle se bat contre ça. Je trouve ça admirable et beau en même temps. Je vais me permettre juste un tout petit peu de pondérer. On n'a pas voulu faire un pamphlet féministe parce que, je veux dire, comment dire ça? On est deux hommes de presque 60 balais. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas, il faut savoir rester à sa place. Par contre, on a tous les Il y a deux des situations cocasses, vous avez Voilà. vraiment joué là-dessus. Dans le féminisme, c'est la cocasserie, entre Voilà, guillemets, des situations. on a quand ouais. même un point de vue, Ouais, on a quand même bien un sûr. point de vue là-dessus, mais il ne faudrait pas croire qu'on veuille jouer aux gentils et regardez, nous on est féministes. Non, on sait pas. C'est-à-dire que les situations elles-mêmes font que c'est logique. Cette femme de 2025 ne peut pas accepter ça en fait. Oui. C'est aussi bête que ça. Alors, des fois elle biaise, des fois elle rentre dans l'art, mais c'est. Vous voyez ce que je veux dire? C'est Je même vois. pas du féminisme en fait. On se dit, je sais que ma fille se retrouve plongée à cette époque-là. Je sais que elle peut pas accepter certains trucs. Elle ne peut pas. Alors, et comme c'est une histoire et que ça doit bien finir, en plus elle gagne quoi. Oui, mais vos héroïnes Voilà. sont des femmes de toute façon. Oui, mais aussi parce que les comics de cette époque étaient souvent des comics dont l'héroïne était une femme. Oui. Sauf que là, alors effectivement, Mais femmes toujours dessinées un peu pulp quand même, avec Ouais. des formes, avec des choses comme ça. Alors je vais me raccrocher quand même à un film et c'est Marie, libraire Ouais. ici, qui m'a fait cette réflexion-là et j'ai trouvé ça assez rigolo. Elle me dit, votre héroïne c'est Audrey Hepburn dans Funny Face avec Fred Astaire. c'est exactement ça. Voilà. C'est exactement elle. J'ai re-regardé justement un peu Funny Face, je me dis mais oui, mais c'est exactement ça. En fait, c'est Lewis qui propose que l'héroïne ressemble à Audrey Hepburn Ouais. et que Erika ressemble à Anita Ekberg. Excusez-moi, Oui. voilà, il fallait que ça revienne. C'est Lewis qui me propose ça et donc pourquoi pas. La troisième, il m'avait proposé une autre actrice, mais ça m'a Pour pas Gwendoline, convenu. ouais, c'était... Ouais, pour Gwendoline, donc ça m'a pas convenu, donc j'ai laissé tomber. Je pouvais laisser tomber pour les deux autres aussi, hein, mais ça m'allait. Et j'ai regardé quelques films. Et alors, dans Drôle de frimousse en français, Oui. donc Funny Faces, Audrey Hepburn, à un moment, a cette espèce d'imperméable Oui. que je lui fais beaucoup dans la bande dessinée. Et je me suis dit, ah, ça c'est bien, parce que ça va m'aider à la typer 2025, c'est-à-dire elle va pas s'habiller tout le temps de façon extrêmement sexy. Non, pour elle, c'est une femme de 2025, tous les jours, une fois elle va au Même si restaurant. elle est égérie de Voilà, Greenwich oui, Village, voilà. finalement, elle devient l'égérie avec C'est ça. son costume de sorcière. C'est ça, ouais. mais après, une fois qu'elle sort de là, hop, elle met son pantalon noir, son imperméable. Et donc
J'ai trouvé ça super, c'était de la documentation. Donc j'ai fait quelques arrêts sur image, j'ai fait quelques croquis pour récupérer un peu l'allure générale de cet imperméable, quoi. Parce qu'il est assez bien coupé, il Oui. va assez bien, donc je voulais que mon personnage soit élégant quand Non, mais même. c'était très beau. Voilà, La mode des années c'est 60. ça, c'est ça. C'est très classieux à Oui, cette donc époque. il a fallu faire quand même quelques petits croquis pour Oui. comprendre comment ça fonctionnait. Et puis après, voilà. Donc c'est exactement ça, c'est exactement Audrey Hepburn dans Drôle de Frimousse. Sauf que son impair dans Drôle de Frimousse, c'est, si mes souvenirs sont bons, un peu or, Oui. et que là, il est vert parce que Greenwich, quoi. Parce que Greenwich, tout Voilà, simplement. voilà, voilà. Vous êtes posé la question du test de Bechdel, d'Alison Bechdel, Pour ça, pour ça. C'est-à-dire que, je rappelle, c'est quoi ce test, hein, c'est un test pour voir si un personnage féminin, en tout cas dans le cinéma, est là en tant que vraiment personnage principal féminin et pas faire un valoir. vrai Il y personnage. a, il y a- il y a- il y a- le film doit avoir au moins deux personnages féminins, féminines identifiées par leur nom, deux personnages féminins qui doivent avoir des conversations entre elles et qui doivent porter sur autre chose qu'un homme. C'est autre chose que le héros, Voilà, généralement. c'est Voilà. ça. Ouais, ouais, ouais. Alors, je reviens sur ce que vous avez dit. J'ai commencé par dire non, non, c'est pas un truc féministe. Oui. Mais en fait, au départ, vous avez quand même raison. Moi, je suis très fan de ces BD, des Sunday Pages, c'est-à-dire ce qui paraissait le dimanche dans les journaux aux États-Unis. Je suis très fan de ça, mais surtout du dessin. Parce que les héroïnes étaient quand même toujours des jeunes femmes qui avaient que deux buts dans la vie, soit se faire épouser, Oui. soit devenir actrice. Oui. Donc c'était effectivement très patriarcal. Et je me souviens de cette conversation avec Lewis téléphonique où je dis, on pourrait faire ça, ce dessin-là, mais avec une bonne histoire, des vrais personnages, quoi. Même si dans certains, il y a des moments qui sont chouettes, hein, parfois. Oui. Mais bon, quand même au départ... Et il y a notamment une BD où il y a trois filles comme ça qui s'appelle Appartement 3G, 3G pour Free Girls, hein. Oui. Et, mais ça a ce péché dont elles veulent devenir actrices, elles veulent se faire épouser, elles veulent voilà. Et donc on est reparti là-dessus sur trois filles, mais par contre vraiment quoi, elles racontent donc c'est pas le test de Bechdel, donc Oui. ce n'est pas dit. Oui. Mais ça revient au même. Oui, ça revient au même. Voilà, même si on ne s'est pas dit, mon Dieu, on veut absolument passer le test de Bechdel, voilà quoi. J'ai trouvé aussi une critique moderne de la société actuelle qui revient dans le patriarcat, surtout aux États-Unis en ce moment, hein. Ah oui, c'est sûr que voilà, de ce point de vue-là... de ce point de vue-là, c'est terrible, on est d'accord, mais c'est marrant votre façon, comme Lewis le fait, de façon presque très sournoise, de montrer que cette société de 1959, ça devient cette société de 2025, ce renouveau du populisme et du masculinisme américain, et de démonter tout ça par votre personnage principal, qui se laisse pas faire. Oui, oui, elle se laisse pas faire, c'est sûr, elle fait même des trucs un peu osés, hein, Ouais. elle va loin, à un certain Ouais. moment, je voudrais pas trop en dévoiler. Non. Mais en fait, juste, on est père, hein, chacun Oui. d'une fille, enfin, je ne parle même pas de dire qu'on est des maris, mais voilà, moi, j'ai pas envie d'une vie différente pour ma fille que pour mon fils. Ça s'arrête là, en fait, mon féminisme, c'est très basique, en fait, hein. Je veux que ma fille ait les mêmes chances que mon fils. Voilà, c'est aussi Oui, bête c'est que ça. ça. En fait, ça s'arrête là, hein. Ça commence là ou ça s'arrête là, je sais pas comment le dire, mais voilà quoi. Il faut que ça continue là tout le Ouais, temps, voilà, en tout cas, voilà, c'est voilà, ça. c'est Ouais. ça. Et alors, pour pas jouer au pseudo-féministe, je pense qu'il faut une vraie histoire derrière. Oui. Un vrai suspense, un vrai truc, et ça, Lewis, Ah, je Lewis trouve à su le faire, fait quoi. très bien avec Ouais. les personnages annexes. On va pas dévoiler complètement quand même tout le sel de l'album, mais bon, Oui, il y a un intrigue, agent, il y a un voilà. agent véreux, c'est une intrigue d'espionnage, il y a la CIA là-dedans, enfin voilà. Et quand vous dessinez, Franck Biancarelli, comment vous dessinez? Vous écoutez de la musique, vous êtes sur votre planche à dessin, comment Ah, ça c'est se très passe le différent. dessin chez Alors, vous? c'est ça peut être, il peut y avoir plusieurs choses. Il y a des moments où c'est sans rien. Il y a des moments où c'est en musique. Généralement, ce que j'appelle ma musique, c'est-à-dire une musique que je connais déjà. C'est très Alors- compliqué pour moi de mettre de la musique si je découvre Oui. un artiste en tout cas. Je peux découvrir un album de... Alors de la musique contemporaine, de la musique classique, quel style de musique? J'écoute principalement beaucoup de jazz et beaucoup de rock, plus de rock que de jazz de quand j'étais jeune en fait, Oui. hein, voilà. Donc j'ai acheté récemment le dernier album de David Byrne, qui est le leader de Talking Heads, un groupe Oui. des années 80, un album
d'un monsieur, d'un jeune homme de 73 ans, que je Voilà. trouve très enlevé, très, voilà. Et bon, et ça me rappelle aussi ma jeunesse, hein, voilà. Donc, beaucoup en musique. C'est un refuge un peu, c'est une Madeleine de Proust Je ne sais pas comment ça se fait, mais c'est comme ça. Ça vous permet de vous mettre dans un cocon, de vous isoler pour Ouais, bien quand dessiner, même, c'est quand ça? même, Ouais. ouais, quand même. Et puis alors, la troisième chose, c'est que je suis souvent sur Skype avec deux autres dessinateurs, où on peut se voir, mais là, on met que le son, nous. Donc, je suis soit avec un camarade dessinateur qui s'appelle Nicolas Barral, Oui. soit avec un autre camarade dessinateur qui s'appelle Laurent Gnoni, et on ne branche que le son, donc chacun est chez lui. Donc, à la limite, Mais c'est comme si vous discutiez dans voilà, la même pièce en voilà, fait. mais c'est Oui. comme si on discutait dans la même pièce. Mais voilà, s'il y en a un qui a envie de rester en pyjama, il est en pyjama, l'autre ne le sait pas. Voilà, et de temps en temps on se parle, et de temps en temps, pas que de temps en temps, il y a aussi des très grandes périodes de silence où chacun bosse. Et puis ce qu'il y a de bien, c'est qu'aussi des fois on bloque et on se montre les pages on fait des captures d'écran, on Oui. s'envoie ça, et du coup, chacun donne à l'autre son avis quand on a un des deux qui bloque. Donc voilà, principalement c'est ces trois façons-là. Donc soit sans bruit, soit avec de la musique, mais que je connais déjà. Je n'arrive pas vraiment à découvrir de la nouvelle musique en travaillant, ou alors avec mes deux camarades. Et chez les dessinateurs contemporains, qui vous épate, qui vous... Nicolas Barral m'épate. Ouais. Ouais, Nicolas, c'est Nicolas Barral m'épate. Notre pote Emmanuel Guibert m'épate beaucoup aussi. Euh, David Prudhomme Ouais. m'épate. Voilà, il y en a sûrement d'autres. Oui, il y en a sûrement d'autres. Voilà, là, trois, c'est pas mal. Il y a déjà trois noms qui me viennent. Et dans la littérature, alors, vous, Ah. qu'est-ce que vous aimez comme littérature? Vous Alors, lisez oui, beaucoup de romans? je lis moins qu'avant, mais je lis. Ouais. En ce moment, enfin pas qu'en ce moment, j'ai eu une grande période et je crois que ça m'a beaucoup influencé à chaque fois que me vient une histoire. J'ai eu une très grande période quand j'étais jeune sur Paul Auster. Et il y a des histoires que j'ai données à Lewis comme ça, il en a fait ce qu'il a voulu. Puis il y en a d'autres que j'ai écrites et que j'ai abandonnées, puis d'autres que j'ai écrites et sur lesquelles je travaille un peu. Et j'ai l'impression que, un peu malgré moi, mais la façon dont Paul Auster rend l'absurde, Ouais. ça m'a beaucoup influencé quand j'étais jeune, et ça reste là. J'aime beaucoup un écrivain américain qui s'appelle Thomas Pynchon, je ne sais pas si vous Non, je connaissez, ne connais pas. mais c'est très absurde. Il y a un de ses premiers livres qui s'appelle Vente à la criée du lot, et je me souviens jamais du numéro du lot, mais bon, là vous avez presque tout, qui est très, très chouette et qui est peut-être le plus abordable. Vous aimez l'absurde en fait. Ouais, assez en ouais. fait. Ouais, j'aime assez l'absurde. Et du coup, dans le cinéma, par rapport à l'absurde, aussi dans le cinéma? Je suis pas. Le cinéma, c'est la chose peut-être la forme d'art qui me touche le moins. Ah ouais? Ouais, ouais, je sais. Ah, c'est je marrant sais. ça. Ouais, ouais, ouais. Parce que la bande dessinée, c'est du style C'est aussi. cousin, C'est- c'est cousin, c'est mais pour cousin. moi, c'est pas la même chose. Je sais pas. Il y a toujours un rapport au cadre, il y a un rapport à Il y a un l'image, rapport à il y a un l'image, il y a un rapport à rapport au la cadre, il y a un façon. rapport à la narration. Ouais. Je suis d'accord avec vous. Mais pour moi, Oui. je me trompe peut-être, mais pour moi, il y a quand même des différences. Et le cinéma est la chose à laquelle j'accroche le moins. Donc, alors en cinéma, je suis très feel good, quoi. C'est-à-dire que finalement, Du cinéma de divertissement. Il faut que ce soit. ouais, Voilà. le format, j'avoue, des fois, à ma grande honte, puisque un cinéphile ne dirait jamais ça, mais j'avoue à ma grande honte, puisque je ne suis pas cinéphile, que le format Netflix me convient vachement, quoi. Ouais. Enfin, Netflix, les plateformes. Par exemple, j'aime beaucoup Only Murder in the Building. Oui. Ah oui. C'est très feel good, mais, Oui, c'est très feel good. j'aime beaucoup ça. Format 26 minutes, Voilà, comme ça. ouais. Ou... J'aime beaucoup des séries. Alors, c'est vrai que ça va être absurde encore. Vous connaissez The Office? Oui. J'aime beaucoup The Office. J'aime beaucoup une autre série qui ressemble à The Office parce que ça aurait dû être dans le même univers, puis finalement à la fin ils les ont séparés, qui s'appelle Parc et Jardin. Je ne sais pas Ouais. si vous connaissez ça, Parc et, Ouais. et Recréation en anglais. Je ne sais pas si... J'adore ça. C'est totalement absurde. Vous êtes un peu britannique dans votre tête. J'ai Je sais l'impression, pas, Franck je sais Biancarelli. pas, je sais C'est pas. très british, je trouve. Peut-être. Je ne sais pas trop. Mais voilà. Cet humour à l'absurde, Et- à la Monty Python, hein, quand Ouais, même. et généralement avec des
des dispositifs assez petits, Ouais. pas de grandes démonstrations, Oui. pas de voilà. Avec qui voudriez-vous travailler Alors pour Franck Biancarelli? l'instant, Pour qui vous avez envie de dessiner? Pour quel scénariste de alors en bande ce moment, je dessinée? dessine pour un scénariste qui s'appelle Franck Biancarelli et c'est pas mal. Ah, Ouais, ah et ouais, c'est ça pas y est, mal. c'est la question que j'allais vous Ouais. poser après. Et c'est pas Parce mal. que voilà, vous n'avez jamais sorti d'album solo et je voulais vous poser justement cette question. Je sors un album solo un peu comme on ferait du vélo avec des petits trous, Ouais. c'est-à-dire que j'adapte un livre, donc j'ai quand D'accord. même une base. Oui, Mais par contre, c'est vrai que tout ce qui est la narration ou couper, quel choix faire, ben, c'est quand même moi qui l'ai fait, donc c'est pas mal. J'ai l'impression que je m'en sors bien. L'auteur a l'air ravi. L'éditeur trouve que la direction que prend l'adaptation est vraiment très bien. Donc pour l'instant, ouf, tous les feux sont au vert, d'accord. donc ça va. On va aller jusqu'au bout. Ouais. Et j'aimerais bien après prendre 2 mois pour Oui. écrire et mettre en place un des scénarios dont je vous ai parlé. Oui, Après, il y a plein de gens dont j'aime bien le travail. J'aimerais bien retravailler, pourquoi pas avec Lewis, en fait, parce que c'est moi qui ai décidé d'arrêter de travailler avec Lewis, parce que je me disais, mais le pauvre Lewis, quand même, je lui fais faire des bandes dessinées réalistes, c'est pas son truc, je vais le laisser tranquille. Et puis la dernière fois, on en a parlé, lui et moi, il m'a dit, mais non, mais t'inquiète pas, je me forçais pas, il n'y a pas de souci. Donc si on retravaille Lewis et moi, je serais ravi. Il y a un scénariste dont j'aime bien l'univers, qui s'appelle Serge Lehmann. oui, Comme ça, hein, complètement. voilà. Oui, oui. On a un peu parlé, Serge Lehmann. Mais il y en a sûrement plein d'autres, hein. Franchement, à chaque fois, voilà, c'est le petit truc là, quand on dit des noms, on oublie forcément. Une fois que la caméra Oui. sera coupée, je vais dire, ah oui, j'aurais pu Oui. citer un tel, un Oui, tel. non, mais il y en a Voilà. forcément quelques-uns. Voilà, Ouais, ouais. voilà. Ouais. Ouais, Serge Lehmann, oui, bien sûr. J'aime Oui. beaucoup son univers, voilà. Merci beaucoup, Franck Biancarelli. C'est moi qui vous remercie. Qu'est-ce que vous voulez dire sur un dernier mot sur cet album Greenwich Village avec Lewis Trondheim aux éditions Le Lombard, je le rappelle, qui vient de sortir? Je crois que c'est une histoire vraiment. Il y a du fond, il y a Ouais. des vrais personnages. Il y a un super rythme, c'est audacieux. Lewis, pour moi, a fait un très grand scénario. Je ne vais pas parler du dessin, mais je ne sais pas comment dire. Il y a plein de surprises, plein de rebondissements. Il y a du fond, c'est pas bête. Souvent, quand on dit il y a des rebondissements, il y a des surprises, on pourrait croire que c'est très léger, que les personnages. Non, les Non. personnages existent vraiment. Oui. Tout ce que vous avez dit, je vous ai même un peu freiné au bout d'un moment pour dire oula, oula, c'est pas. Mais en fait, je comprends Oui. votre enthousiasme sur le fond, sur les personnages, parce que ça y est vraiment. Et je crois qu'en même temps, c'est léger. Je trouve que l'ambiance générale est morose. Et je voulais justement une ambiance, comme vous dites, top, comme ça, où on sorte un peu. Je ne vais pas dire que pour soigner les gens, mais vous voyez, mais pour leur faire passer Un bon moment, un bon moment, mais avec quelque chose en même temps avec de la réflexion solide, derrière. quoi, Ouais, avec quelque ouais, chose c'est de clair. solide. Voilà, pas juste, voilà. Et je crois qu'il y a tout ça dans cette histoire. Eh ben, vous avez bien raison, Voilà. il y a tout ça dans cette histoire. Je vous conseille, chers téléspectateurs et tristes, d'acheter cet album Greenwich Village de Lewis Trondheim et de Franck Biancarelli au dessin, un dessin magnifique, Merci. voilà, réaliste. Juste, moi, vous m'épatez vraiment par votre dessin, par les détails que vous pouvez apporter à chaque case. C'est un travail de dingue, vraiment de dingue. Lisez cet album Greenwich Village. Merci beaucoup, Franck Biancarelli. Merci à vous. C'est très gentil de Merci m'avoir à reçu. vous de nous avoir suivis. Il est temps maintenant d'éteindre votre télévision et de lire de la bande dessinée. Salut à tous et à une prochaine fois pour un Casabule d'entretien.